Imaginez un instant le scénario suivant. On décide de construire un immense centre sportif pour enfants, avec des terrains de basketball flambant neufs, des skateparks et tout ça. Directement sous les énormes piliers de l'autoroute la plus achalandée de la province. Ce qui semble être une idée terrible sur papier. Mais tellement. On installe délibérément les jeunes, littéralement sous les pots d'échappement, la poussière et le vacarme des poids lourds. À première vue, c'est le pire cauchemar imaginable en matière de santé publique. C'est un non-sens total. Ouais, on s'attend. Des trucs qui viennent de plateformes comme wikiresidence.ca ou infodrone.ca, on découvre que c'est peut-être l'une des stratégies les plus brillantes du Montréal de 2026. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que la ville est en train de muter sous nos yeux. Et c'est une mutation qui est en fait presque biologique. Parce que la réalité, c'est que l'époque où l'on construisait une métropole juste en empilant des blocs indépendants, genre une tour de bureau ici, une autoroute là, un parc plus loin, cette époque-là est complètement révolue. C'est fini. Exactement. L'espace urbain moderne est devenu une ressource tellement rare et les défis climatiques sont si intenses que ce vieux modèle fragmenté ne fonctionne juste plus. Ce qu'on observe en ce moment dans les sources, c'est carrément une stratégie de survie urbaine. C'est-à-dire que chaque mètre carré, chaque infrastructure doit maintenant remplir 3, 4, voire 5 fonctions en même temps. Sociales, écologiques, économiques, tout en même temps. Ce qui nous amène justement à relier des points qui semblent n'avoir absolument aucun rapport entre eux. Au fil de notre analyse, on va parler de l'ingénierie cachée sous les viaducs, d'un géant de la livraison de colis qui s'installe dans nos chambres à coucher, ou presque. Ouais, ça c'est un dossier assez surprenant. Complètement fou. On va aussi voir comment des centres communautaires servent de bouclier contre la spéculation et le rôle hyper important des camps de jour l'été. Mais commençons par ce fameux projet sous l'autoroute 15, le pôle Gadebois. Ouais, un excellent point de départ. Historiquement, on le sait, le dessous d'une autoroute, c'est glauque. C'est un no man's land, c'est mort. Et là, on parle d'un projet porté par plus de 85 millions de dollars d'investissement public, dont 23 millions qui viennent du gouvernement. Mais je bute sur la logique de base. Faire du sport à des jeunes dans ces terres-là, c'est pas toxique? C'est là qu'intervient la mécanique de ce qu'on appelle l'urbanisme de l'ombre. Ce qui est fascinant ici, c'est que les ingénieurs ne se contentent pas de couler du béton. Ils intègrent une technologie naturelle qu'on appelle la phytorémédiation. Ok, donc l'utilisation des plantes. Voilà. Autour des colonnes de l'autoroute, on aménage ce qu'on appelle des rues éponges. Et attention, c'est pas juste des plates-bandes décoratives pour faire joli. On y plante des espèces végétales hyper spécifiques. Leur feuillage et leurs racines sont choisis expressément pour capturer les métaux lourds et filtrer la pollution de l'autoroute. Attends, donc la végétation agit littéralement comme, je sais pas, le foie ou les reins du quartier. Elle nettoie la pollution générée juste au-dessus? Exactement ça, elle la métabolise. Et ça va plus loin. Ces rues éponges gèrent aussi les eaux de ruissellement. Au lieu que l'eau de pluie dégouline sur l'asphalte, se charge d'hydrocarbures et sature les égouts, Elle est absorbée directement sur place. absolument, filtrée par les plantes et réutilisée par le sol. C'est brillant. C'est clair. Mais il y a un autre truc qui m'a frappé dans les rapports, c'est la gestion du bruit. Intuitivement, on se dit que le bruit de l'autoroute va être un enfer. Ouais, on s'imagine le pire. Mais si on y pense 2 secondes, tu construis un skatepark dans un quartier super calme, tu déclenches une guerre de voisinage directe. Le claquement sec des planches, les cris, ça rend les gens fous. Sous la 15, le grondement lourd et constant de l'autoroute agit comme un immense bruit blanc. Ouais, c'est un masque acoustique. Exact. Ça avale complètement les bruits aigus des sports urbains. On annule une nuisance sonore en la cachant dans une autre. C'est le croisement des externalités négatives. Et faut pas oublier le plus gros avantage, qui est l'immunité aux intempéries. Ah oui, le viaduc sert de poids géant. Exactement. Qu'il fasse 35 degrés avec un soleil de plomb ou qu'il pleuve à torrent, l'espace en dessous reste protégé et sec. Les données montrent que ça fait bondir la fréquentation de 20 à 30% par rapport à un parc normal à ciel ouvert. On donne une valeur d'usage incroyable à un terrain qui, financièrement parlant, vaut $0. Puisqu'il est inconstructible. C'est ça. Le viaduc Van Horn avait ouvert la voie, on l'a vu aussi avec le projet 45 DIY créé par la communauté, et maintenant, on s'attaque aux cicatrices urbaines de l'automobile avec des projets colossaux. Ce qui nous amène d'ailleurs à une autre transformation massive. Quand on remplace l'obsession de la voiture par du transport en commun lourd, qu'est-ce qui se passe? L'exemple parfait dans nos sources, c'est le secteur d'Ahuntsic, quartier-ville, avec l'arrivée du REM,
le réseau express métropolitain. Oh oui, la gare du Ruisseau. C'est un laboratoire urbain fascinant. Totalement. Et ce qui ressort des analyses, c'est que le vrai défi là-bas, c'était pas tant la technologie du train, mais le fameux nœud routier de l'intersection Acadie et Henri Bourassa. Un cauchemar. C'était un monstre d'asphalte traversé par 45 000 véhicules par jour. C'était une vraie fracture urbaine. Pour une personne âgée ou un enfant à vélo, c'était un mur inaffranchissable. Donc ça isole les quartiers les uns des autres. Précisément. C'est pour ça que le budget de 15 millions de dollars de la Vision Zéro ne sert pas juste à remettre de l'asphalte neuf. Ils ont complètement changé la géométrie routière, ils rétrécissent les voies, enlèvent les bretelles d'accès conçues pour la vitesse et élargissent les trottoirs. Le but, c'est le dernier kilomètre. Faire en sorte qu'on puisse atteindre la gare en 10 minutes, à pied ou à vélo. En toute sécurité, ouais. Et c'est là que l'impact immobilier est fulgurant. Ah ça, les chiffres sont fous. Dès que ce fameux dernier kilomètre est sécurisé, la réaction du marché est immédiate. Les propriétés à moins de 800 mètres de la gare prennent 5 à 12% de valeur. Le prix médian d'une unifamiliale dans le coin a atteint 880 000 $ en 2025. C'est énorme. Et physiquement, le bâti change. On rase les vieux terrains industriels, on voit émerger des projets comme le Crown Condominiums avec 390 unités ou le projet Henri B qui met 209 condos là où il y avait juste un immense terminus d'autobus en béton. Et les 100 millions investis à Bois-Franc. En fait, c'est la fin de l'étalement urbain inutile. On densifie là où l'infrastructure peut le supporter. Tu sais à quoi ça m'a fait penser en lisant ça? Aux vieux puits de villages en Europe. Ah, l'analogie est bonne. Ben oui, avant, les gens allaient au puits juste pour chercher de l'eau, par nécessité. Mais à force, c'est devenu la place publique. Les commerçants s'y installaient, ça devenait le cœur du village. Ces nouvelles gares du REM, c'est pareil. Ce sont des forces gravitationnelles qui aspirent toute l'activité commerciale et sociale d'un quartier. C'est tout à fait ça. Et en densifiant autour de ces pôles, on referme la fracture urbaine. On décloisonne des logements sociaux qui étaient coincés derrière ces boulevards. Et ça crée une véritable mixité sociale organique. Mais attention, cette centralisation, on la voit aussi au centre-ville, et d'une manière assez déroutante. On a toujours conçu nos villes avec des zones très séparées. Les tours de bureaux d'un côté, les dortoirs de l'autre. Le fameux zonage classique, oui. Mais là, on observe une fusion frontale entre le résidentiel et la logistique pure. L'exemple cité dans le rapport, c'est le complexe La Cité, sur le boulevard Robert Bourassa, un mastodonte de 1300 logements. Et on apprend qu'Intelcom, le géant de la livraison, décide d'y déplacer son siège social en quittant Griffinton pour tripler sa superficie. C'est un mouvement majeur. Mais moi, ça m'a laissé un peu perplexe. Fusionner un centre de livraison bouillonnant d'activités avec des camions et des colis partout, au beau milieu d'un endroit où des milliers de gens dorment et vivent, ça ressemble pas à une recette parfaite pour détruire la paix du quartier. Je comprends le doute, mais c'est justement l'essence de la ville intelligente d'aujourd'hui. Ce vieux modèle de séparation stricte dont tu parlais, les usines loin, les commerces au milieu, les lits à l'autre bout, c'est ce qui cause les embouteillages chroniques parce que tout le monde se déplace en même temps. Ah, l'heure de pointe. Exact. En intégrant Intelcom dans un complexe, comme la Cité, on crée un écosystème fonctionnel, continu. L'entreprise profite de la restauration et des services déjà sur place, et en retour, les centaines d'employés soutiennent l'économie locale. Le quartier ne meurt plus à 17 heures, ils vivent 24 heures sur 24. Ok, donc une boucle fermée. C'est ça, et économiquement, c'est hyper puissant. Les analyses montrent que chaque dollar investi pour revitaliser ces pôles génère 4 à 6 dollars en investissement périphérique. C'est un effet de levier massif. Sauf que, et c'est là que le bât blesse dans nos documents, si on transforme le centre-ville en un écosystème aussi riche, l'espace devient extrêmement désirable. Et qui dit désirable? Dit inabordable, l'ombre de la gentrification. Exactement. Comment on évite que les populations vulnérables se fassent juste balayer fin de game? C'est ce qui nous amène à la stratégie observée dans l'est de l'arrondissement Ville-Marie, avec ce qu'on appelle l'infrastructure de protection sociale. Oui, Ville-Marie-Est subit une pression spéculative hallucinante parce qu'on n'est qu'à quelques minutes du cœur financier. Alors, pour résister à cette gentrification de luxe, on déploie des ancrages institutionnels. Le meilleur exemple, c'est le retour du IWCA. Après 150 ans, oui, Ils ont vendu leur terrain hyper commercial sur René Lévesque pour s'installer sur l'avenue de Lorimier. Avec le projet résidentiel, on parle de 45 millions de dollars pour créer 96 unités de logement abordables pour des femmes seules et des mères monoparentales.
Et ce qui est fou, c'est que c'est pas juste un dortoir. Il y a un carrefour 360 degrés intégré qui prévoit plus de 3000 visites externes par an pour du soutien psychosocial. Et géographiquement, ça s'allie avec la Maison de la Culture Janine Suto juste à côté. Et d'ailleurs, la rénovation de cette maison de la culture a fait grimper la valeur foncière de 12 à 18% aux alentours. Si on relie ça à la situation globale, on voit une véritable guerre entre deux concepts, la valeur d'échange et la valeur d'usage. Arrêtons-nous là-dessus, parce que c'est le cœur du problème. Pour un grand promoteur immobilier qui regarde un vieux centre communautaire, ça représente une valeur d'échange, non? C'est un chiffre sur un fichier Excel. Il veut raser le bâtiment, construire une tour de condo et faire un profit maximum. C'est la vision purement transactionnelle. Mais pour une mère de famille à faible revenu du quartier, ce même vieux bâtiment a une valeur d'usage inestimable. C'est sa halte garderie, son réseau d'entraide, les loisirs de ses enfants. Le bâtiment ne génère pas de profit, mais il rend sa survie en ville possible. Donc, la ville se défend par l'occupation de l'espace. On sature le territoire de valeur d'usage. Parce qu'un promoteur aura beau avoir tous les millions du monde, politiquement, tu ne peux pas racheter le centre sportif Jean-Claude Malépart ou un YWCA tout neuf pour en faire des condos de luxe. Impossible. Ces institutions agissent comme des boucliers de béton. Elles forcent la mixité sociale. Et avec le réseau Express Vélo, on relie ces boucliers pour créer la ville du quart d'heure. Il faut se rappeler que pour ces familles qui vivent dans de petits appartements, l'espace public n'est pas juste joli. Les parcs, comme le parc Molson ou les espaces près de Radio-Canada, c'est littéralement leur salon commun. Ce concept de salon commun, c'est la transition parfaite vers notre dernier point. Depuis le début, on parle de matériel, de trottoirs, de pistes cyclables, de bâtiments protecteurs. Disons que c'est le hardware de la ville. Mais ce hardware ne sert à rien sans le software. Et le software estival, ce sont les camps de jour. Ah, les camps de jour. On les perçoit souvent comme du simple gardiennage pour que les parents aiment travailler. Tellement, oui. Mais en réalité, l'industrie des camps d'été à Montréal, c'est plus de 150 millions de dollars de revenus. C'est le premier employeur pour les 16-22 ans, avec 8000 emplois, et la ville y injecte plus de 40 millions par an. C'est le système immunitaire de la société urbaine. Surtout quand on sait que plus de 15,5% des familles vivent sous le seuil de pauvreté. Pour un enfant favorisé, l'été, c'est le chalet, les voyages, mais pour un enfant en milieu précaire, sans ces camps, c'est juste un isolement total dans un appartement étouffant. Les camps de jour, c'est le filet de sécurité invisible. Et c'est un miroir incroyable de notre diversité. Dans les rapports, on voit des camps organisés par l'Académie Tsuchi, des immersions japonaises du JCCMR ou des camps de la jeunesse ukrainienne. On y trouve aussi des perles d'intégration, genre le camp Cosmos, qui ajuste ses tarifs selon le revenu réel des parents, ou la Maisonnée, qui offre 6 semaines de camp pour seulement 90 $ aux enfants nouvellement arrivés au pays. Et mon préféré, les jeunes marins urbains à Pointe-aux-Trembles qui apprennent aux ados à construire de vrais voiliers en bois. C'est du génie social. Et l'enjeu immobilier derrière ça est direct. L'accès à ces camps, c'est ce qui retient les jeunes familles au centre-ville, ce qui freine l'étalement urbain. Les algorithmes le prouvent. Une propriété située à 10 minutes à pied d'un bon centre de loisirs se vend 4% plus cher, mécaniquement. Ce qui boucle la boucle. Qu'on regarde la purification de l'air sous le viaduc Gadebois, la création de richesses le long du REM, le siège d'Intelcom au cœur de la cité, ou l'impact des camps d'été, tout est connecté. La ville de 2026 ne construit plus des éléments isolés, elle tisse un écosystème géant. Ce qui amène une réflexion de fond assez vertigineuse. Vas-y. Tout au long de notre analyse, on a vu que la valeur de l'immobilier privé dépend de plus en plus des investissements publics. Ta maison prend 5% grâce au REM, 4% grâce au camp de jour d'à côté. Elle est protégée par une maison de la culture. Ouais. Si toute la valeur de notre propriété privée est soutenue par cette infrastructure sociale partagée, est-ce que le concept d'immobilier purement privé existe encore vraiment? Ou est-ce qu'on est tous devenus, sans s'en rendre compte, des coactionnaires de l'espace public urbain? Ça laisse vraiment songeur, surtout quand on regarde la rue qui nous entoure avec cette nouvelle lunette. Merci à toutes et tous d'avoir plongé dans cette exploration avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour décortiquer ensemble d'autres dynamiques fascinantes de notre monde.